Exode, Moïse de la naissance à la fuite. Donc les parents de Moïse ne sont pas nommés dans le texte. Le texte préfère mettre l'accent sur les origines lévites de Moïse. Puis à la suite du récit, le nom des parents a été ajouté. En plus de ça, il est mentionné qu'Amram épouse sa tante, ce qui est un problème selon la loi de Moïse. En effet, un homme ne peut pas épouser sa tante. C'est pourquoi dans la Septante, Amram n'épouse pas sa tante, mais sa cousine. Le texte va décrire Moïse comme beau, ce qui présage un destin royal, bien entendu, à l'instar de Shaoul, David et Adonias, même si ce dernier n'a pas eu le destin souhaité. On a aussi d'autres références pour Moïse, comme son berceau, qui est nommé Teva. Cela pourrait évoquer le déluge. Ainsi, Moïse est le nouveau Noé. Il va sauver toute l'humanité. Le fait que Moïse se retrouve dans le Nil est un petit peu étonnant. En effet, se retrouver dans le Nil, il y a peu de chances qu'il va être récupéré. Mais bon, il fallait bien faire vivre l'histoire, et en plus de ça, cela nous ramène à d'autres mythes que l'on verra plus tard. En tout cas, c'est pas anodin que Moïse est dans le Nil. Et surtout, que la fille du pharaon s'y trouve. En effet, les Égyptiens sont connus pour leur propreté. Hérodote va rapporter que les Égyptiens se lavaient 2 fois par jour et même 3 fois par nuit. À croire que les Égyptiens étaient un peuple extrêmement propre. Les textes vont indiquer que la princesse reconnut Moïse comme un enfant hébreu. On peut se poser la question, mais comment a-t-elle fait? Il y a eu des traditions juives qui ont déclaré que Moïse était déjà circoncis. D'ailleurs, c'est une réponse anachronique, puisque la circoncision à 8 jours instaurée par Abraham est une pratique assez tardive. Auparavant, c'était un rite d'adolescence, exactement comme chez les Égyptiens. D'ailleurs, je vous ferai un podcast au sujet de la circoncision. Mais sûrement l'auteur a voulu aller au plus simple. Un enfant dans un berceau dans le Nil, c'est un hébreu. Pourquoi? Parce qu'on a envie de sauver cet enfant mâle qui risque la mort. Ce qui est intéressant, c'est que l'adoption de Moïse par la princesse n'est absolument pas un problème dans l'Égypte antique. En effet, il y a déjà le code d'Hammurabi qui a traité la question. D'ailleurs, toutes les lois traitent des sujets de la société. Et ça, c'est intéressant. Retenez-les bien. Toutes les lois traitent de sujets de la société. Les lois ne tombent absolument pas du ciel. Si une loi est présente, c'est qu'il y avait des cas. Pour l'adoption, c'était un cas assez classique malheureusement, avec les morts en couche et les décès de nourrissons. Concernant le nom de Moïse, c'est un nom d'origine égyptienne et attesté, comme on va le voir. Il est d'ailleurs attesté par un général de Ramsès II qui porte ce nom. Mais Moïse, est-ce que c'est un personnage historique? Quand je dis historique, faut pas croire que ça veut dire que le véritable Moïse a existé. Attention, quand je dis historique, ça signifie qu'il peut s'inspirer d'individus qui ont existé. Donc, est-ce qu'il s'inspire d'une unique personne? Au contraire, elle va s'inspirer de plusieurs personnes. Investigons cela ensemble. On a sous Merenta un prince qui va se nommer Messaïa. Messaïa, Moïse, on est presque. Originaire de Couche. Couche, attention, la femme de Moïse est couchite. Enfin, la seconde femme de Moïse est couchite. Il prit le pouvoir pendant 2 ans avant d'être chassé. Un petit peu comme Moïse, qui lui aussi a été chassé d'Égypte pour aller chez les Médianites. Et en plus de ça, Moïse a aussi été chassé d'Égypte pour aller en terre de Canaan. Donc on a quoi en commun avec le personnage de Moïse? On a le nom, on a l'origine et on a quelques autres points de convergence. Est-ce que c'est suffisant pour dire que Messaïa c'est Moïse? Pas assez. On a un autre personnage, Ben Ozen, surveillant de la mine de Timna. La mine de Timna, une mine dont on va souvent parler, notamment quand on va discuter des chassous. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc c'est une mine proche d'Élat où travaillaient des corvéistes sémites. Les documents montrent des négociations entre les pouvoirs et les chassous. Et qui étaient les représentants des chassous? C'était Ben Ozen. Donc là, on a Ben Ozen qui représente des chassous, des sémites. Et quand on va savoir qui sont les chassous et quel dieu vénérait les chassous, on peut faire un rapprochement. Alors attention, faut pas non plus penser que les chassous sont les Hébreux, on en est très loin. Et on a un dernier personnage qui est Baya, un faiseur de pharaon. Au bout d'un moment, il en a eu marre. Il leva une armée de sémites pour combattre le pharaon. Et comment il les a payés? Avec de l'or des Égyptiens. Ce qui correspond à la fin de l'Exode, où les Hébreux repartent avec de grandes richesses. Cependant, il faut bien qu'il y ait une ombre au tableau, bien entendu. Béa fut tué et ne put s'échapper vers Canaan. On a aussi, au niveau théologique, Akhenaton ou ses disciples qui ont développé le premier monothéisme connu. Donc, en fin de compte, le Moïse biblique s'inspire probablement de tous ces personnages à la fois, sans être une figure unique. Dans la suite du récit, Moïse tue un Égyptien. Il s'enfuit de peur d'être découvert. D'ailleurs, on a une tradition médianite très ancienne, le conte de Sinoué, 19e siècle avant notre ère, où on a un personnage qui est assez similaire à cette histoire-là. Le texte biblique raconte que Moïse arrive à Midian. Il s'installe près d'un puits, il va défendre les filles du prêtre et il accueille chez lui et épouse sa fille, Tsipora.
Médian désigne une entité au sud qui est sûrement liée à Édom. Mais ça, pareil, on verra plus tard. Moïse est donc prêt à rencontrer Yahweh et à sauver le peuple. Mais ça, c'est dans le prochain podcast.